Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire des Mardis de l'inclusion dédié à la validation et à la reconnaissance des acquis professionnels. C'est la restitution de ton premier panorama qu'on a réalisé. Et du coup, Laure, je te laisse partager l'écran et je te passe la parole, Sébastien, pour introduire cette matinée, enfin ce webinaire. Ça t'aide bien. Merci Kanita, merci à tous de votre présence pour ce premier mardi de l'inclusion. Donc il y a un format de webinaire qui va se répéter tous les mardis matins avec effectivement une présentation par Kanita et Laure qui se sont occupés de la thématique reconnaissance et valorisation des acquis professionnels. Peut-être aussi pour présenter qui nous sommes au niveau des Petites Rivières. Donc, moi, c'est Sébastien, je suis le directeur associé. Les Petites Rivières, c'est une agence de conseil en économie sociale et solidaire, créée en 2017, qui a renouvelé son agrément entreprise solidaire d'utilité sociale il y a quelques mois. On accompagne les coopérations territoriales et l'intelligence collective, notamment sur les thématiques d'économie inclusive. Et nous sommes partenaires donc, de la DRETS Hauts-de-France pour ce projet des webinaires Mardi de l'inclusion, mais plus généralement aussi sur les rencontres régionales de l'inclusion qui avaient été organisées en 2022 et 2023, auxquelles vous avez peut-être participé. Et donc plus récemment sur l'élaboration des panoramas dont aujourd'hui vous avez une restitution en avant-première. Donc peut-être pour vous dire aussi l'origine de ces panoramas, l'objectif c'était à la suite des rencontres régionales de l'inclusion dans l'emploi qui avaient eu lieu à Lille, il y avait eu cette volonté de détecter des projets au plus près des territoires et justement de diversifier aussi l'origine des projets pour aller voir ce qui se passe en milieu rural, en quartier prioritaire, de côté handicap, côté insertion, côté entreprise classique sur 5 thématiques. Donc aujourd'hui, validation et reconnaissance des acquis professionnels. La semaine prochaine, égalité femmes-hommes, on aura une restitution aussi. Puis ensuite, économie locale et solidaire, achat socialement responsable et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. 5 thématiques qui ont fait l'objet d'un recensement d'initiatives portées par les différents acteurs de l'inclusion dans l'emploi. Donc, comme je disais, structure inclusive, mais aussi entreprise classique, collectivité, acteurs publics, en se disant que les bonnes pratiques des uns peuvent inspirer les autres sans forcément être uniquement dans une typologie d'acteurs donnée. Donc, une enquête en ligne a été proposée. On a recueilli plus de 120 réponses sur un trimestre, qui nous a donné une base solide pour commencer à concevoir ces panoramas. On a fait beaucoup d'entretiens aussi avec des personnes ressources, des réseaux et les porteurs de bonnes pratiques. Donc vous avez 2 représentants aujourd'hui sur la thématique, Émilie et Angel, qui pourront se présenter tout à l'heure. Et donc cette restitution sous forme de webinaire, il y a aussi des rencontres départementales qui ont et qui vont être organisées. La dernière ayant eu lieu la semaine dernière à Péronne sur les clauses sociales. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Kanita et Laure pour rentrer directement dans le sujet de j'allais dire cette matinée, mais non, de ce webinaire d'1 heure, donc de 9 heures à 10 heures. Oui, merci Sébastien. Donc, cette matinée, c'est l'occasion de effectivement restituer le panorama. Donc, je vais vous présenter rapidement le contenu en bref, hein, parce que tout sera dévoilé dans un guide en PDF qui sera diffusé prochainement. Le contenu en bref, c'est le même fonctionnement un peu hein, sur les différents panoramas que vous allez retrouver hein, sur les thématiques que Sébastien vous a présentées. Il y a toujours une partie un peu contextuelle sur les mots clés indispensables pour tout comprendre, et notamment sur la validation et la reconnaissance des acquis professionnels. On se situe dans le monde de la formation professionnelle et vous savez qu'il y a plein d'acronymes et plein de termes. Donc là, vous aurez une partie dédiée pour mieux comprendre et vous approprier ces termes-là. Ensuite, on a une petite partie qui est dédiée à vraiment comprendre les enjeux et les atouts notamment de la validation et la reconnaissance des acquis professionnels pour les personnes vulnérables. Un éclairage sur le contexte national et le contexte régional pour comprendre dans quel cadre voilà, les initiatives qu'on a mises en avant dans ce panorama se déploient pour bien comprendre voilà, le cadre légal, mais aussi les différents dispositifs, acteurs qui sont sur ces différents, au niveau national et au niveau régional. Et puis, 5 coups de projecteur sur des initiatives inspirantes
en Hauts-de-France. Bah, je vais vous en parler après, mais du coup, sur la validation et la reconnaissance des acquis professionnels, on a eu à cœur justement de pouvoir montrer une initiative par département de la région. Et puis en bref aussi les initiatives qui nous ont été remontées dans le cadre de l'enquête en ligne que vous avez présenté Sébastien. Donc encore un grand merci hein, pour avoir répondu à cette enquête. C'est jamais évident, mais du coup ça nous a été vraiment utile. Et puis enfin, en dernière partie, des outils et des ressources pour aller plus loin, que ce soit des guides ou des sites pertinents. Voilà, pour retrouver l'information pertinente. Et du coup, avant de passer la parole à nos intervenantes, les coups de projecteur, c'est quoi concrètement qu'on a mis en avant? C'est à la fois des choses qui étaient directement liées à la VAE et à la reconnaissance des acquis professionnels dont va parler Émilie tout à l'heure. Et aussi des choses, on a élargi le spectre pour pouvoir aussi donner à voir des expérimentations qui étaient intéressantes ou des choses qui ont été mises en place en région Hauts-de-France autour de la certification. Donc c'est je vous parlerai de la FES, mais aussi de ce qui a été mis en place au niveau des CQP dans le groupe du Chênelet et dont Anne Gaëlle va vous parler. Donc, 5 coups de projecteur. Un premier sur la RAE au sein de l'ensemblier emploi adapté métropole, qui va nous présenter Émilie. L'expérimentation de la VAE inversée au sein du GEC EPE dans l'Aisne. Le déploiement de la VAE ProTH par IPSO dans l'Oise. La FEST dans la repasserie 2anges.net à Amiens et qui a été accompagnée par Acto. Donc ça, c'était une expérimentation régionale dans la Somme. Et puis enfin, ce qu'on va découvrir ce matin, la mise en place des certifications de qualification professionnelle CQP dans le groupe du Chênelet dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Laure qui va vous faire un premier présentation de ce qu'il y a dans le cadre régional et national avant qu'on rentre dans les retours d'expérience de nos intervenantes. Voilà. Laure, je te Merci, laisse. merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Donc pour vous faire un premier retour sur ce panorama, on voulait vous proposer de le faire sous forme interactive et donc de participer à un petit book club. Donc pour vous connecter et répondre aux quelques questions qu'on va vous poser, vous pouvez soit scanner le QR code qui s'affiche ici, soit aller sur le site booklab.com et entrer le code de l'événement que vous voyez juste ici. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour vous connecter avant de lancer la première question. Et je vois qu'il y a déjà 17 à 18 personnes qui sont connectées. Top. Je vois que certaines personnes ont vu comment mettre des pouces sur vos clés. Ok. Tout le monde doucement. Top. Mais voilà, Ouais. tout le monde arrive à se connecter. C'est chouette. Encore une petite vingtaine de personnes, si vous le souhaitez. Ok. Eh bien, si ça vous va, je vous propose peut-être qu'on y aille. Et pour ceux qui veulent, le code sera toujours affiché sur les slides. Vous pourrez vous connecter au fur et Ok. à mesure si besoin. Euh, donc, la première question qu'on voulait voir avec vous ce soir, c'était de savoir ce que vous inspirait le sujet de la formation professionnelle pour les publics éloignés de l'emploi. Si vous avez un mot, un terme, quelque chose qui vous venait un peu en tête pour voir d'où on part collectivement sur le sujet. Alors, le code, effectivement, qui revient. Et vous pouvez normalement voter aussi sur les termes s'il y en a que vous voyez, vous trouvez particulièrement intéressants.
Alors, ça bouge pas mal, mais je vois que compliqué est un Oui. terme qui revient beaucoup. Compliqué, engagement. Alors, compliqué, inclusion, engagement, découverte, valorisation. Compliqué, qui revient partout. Évolution, administratif, insertion, inclusion. OK. Challenge, financement, projet. Et bah, pas mal de termes qui reviennent là-dessus et sur lesquels on va revenir dans cette courte présentation. Mais je vois que voilà, le terme qui vous tient le plus à cœur, c'est quand même valorisation, qui est plutôt chouette. Valorisation, découverte, insertion. On note. Alors justement, pour définir un petit peu plus, c'est quoi cette formation professionnelle? En général, on l'a décrit en quatre grands chapitres. Le premier, c'est tout ce qui concerne les actions de formation continue. Donc, quand on suit en fait un parcours pédagogique slash académique pour atteindre un diplôme. Ensuite, vous avez tout ce qui est les validations des acquis par l'expérience, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui permettent d'acquérir une certification professionnelle, un titre ou un diplôme grâce à son expérience professionnelle, son expérience sur le terrain. Le troisième volet, c'est les actions de formation par l'apprentissage. Donc, quand on se forme en ayant à la fois des phases de formation sur le terrain en situation professionnelle et des phases plus théoriques. Et enfin, le bilan de compétences qui permet d'analyser ces compétences pour définir un projet professionnel ou un projet de formation. Ce panorama, il se concentre essentiellement sur les deux dimensions que vous voyez sur ligne ici, que sont les validations, enfin, la validation des acquis par l'expérience et les actions de formation plutôt par l'apprentissage. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ces dispositifs, notamment de validation de l'expérience, on voulait savoir si vous connaissez bien la différence entre la VAE et la RAE, dont on va reparler un peu plus en détail après. Et les deux propositions qu'on vous fait, c'est de savoir est-ce que la différence entre les deux, c'est que la RAE, elle donne lieu à une validation informelle ou institutionnelle des acquis de l'expérience, alors que la VAE, c'est plutôt un diplôme d'État, un titre professionnel ou une certification? Ou est-ce que la différence entre les deux, c'est que la VAE, c'est une démarche qui n'est pas accessible au public vulnérable, contrairement à la RAE? Et je vous laisse quelques secondes pour répondre. J'ai l'impression que c'est assez clair. Ok. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande majorité d'entre vous qui sont plutôt sur la première réponse, qui est plutôt chouette puisque c'est la première réponse qui est correcte. Euh, En effet, c'est vraiment ça la différence entre les deux dispositifs, et Émilie en reparlera très bien tout à l'heure, c'est que la RAE donne lieu à une validation qui est un petit peu différente de celle de la VAE. Mais par contre, il faut quand même bien noter que la VAE, c'est un dispositif qui est complètement accessible aussi à des publics plus vulnérables, qui présentent certaines complexités aussi. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs euh, un peu plus formalisés qui permettent de faciliter cet accès aussi, mais les deux dispositifs sont accessibles là-dessus. Et pourquoi c'est intéressant de mettre en avant ce type de dispositif en faveur enfin, des publics vulnérables? Ça aussi, Vini et Engel en reparleront certainement tout à l'heure, mais ce sont des dispositifs qui permettent de favoriser la reconnaissance officielle ou un petit peu moins officielle des compétences autrement qu'à travers un système scolaire qui n'est pas toujours accessible à tous et toutes, qui permet de renforcer l'insertion et l'évolution professionnelle, d'adapter le poste ou le parcours professionnel des personnes qui sont visées par ces dispositifs, de renforcer l'estime de soi à travers ce type de parcours qui sont très valorisants. Et c'était le terme peut-être qui revenait le plus tout à l'heure dans le petit nuage de mots. Et qui peut permettre aussi, vu que ce sont des dispositifs parfois formalisés et des expérimentations portées par des acteurs, qui peuvent permettre aussi d'accéder à des financements et des accompagnements plus adaptés au public.
Autre question, il y a une loi importante dans le champ de plusieurs, mais c'est celle sur laquelle on va parler dans le cadre de la formation professionnelle, c'est la loi Avenir professionnel qui a permis la mise en place de deux dispositifs. Est-ce que c'est le PIC, plan d'investissement dans les compétences? Est-ce que c'est le plan de déploiement dans les compétences? Est-ce que c'est la FEST, action de formation en situation de travail, ou la formation pratique pour tous? Et je vois que nous avons que des experts de la formation professionnelle dans ce webinaire, puisque vous avez très bien décelé ah, les, euh, les actions dont on parlait. Je laisse quelques secondes si le dernier retardataire veut le voter. Mais en effet, ce sont le PIC et la FEST qui sont les deux dispositifs, enfin, deux des dispositifs qui ont été mis en place par cette loi de 2018. Donc le PIC, c'est le plan d'investissement dans les compétences qui a été décliné au niveau régional par les plans régionaux d'investissement dans les compétences, avec la vocation de pouvoir mettre en place une stratégie de formation qui ne visait pas uniquement un retour rapide à l'emploi, mais aussi, dans ce cadre-là, l'émergence de vrais parcours professionnels et de formation plus construits et qui a été aussi décliné dans la région Hauts-de-France avec le programme régional de formation, qui est un dispositif qui permet aussi aux demandeurs d'emploi d'accéder gratuitement à des parcours de formation individualisés et adaptés. Ça, c'est sur le volet formation et financement. Un autre dispositif important, c'est effectivement la FEST, dont Engel parlera peut-être aussi, qui est l'action de formation en situation de travail qui mobilise un formateur et un salarié qui va être formé sur son lieu de travail en cours d'activité, avec une période d'alternance entre formation sur le terrain et formation théorique. Ça permet voilà, d'avoir une mise en situation, une intention pédagogique et aussi une phase de prise de recul. Hop. Et peut-être dernière question, c'est quels sont pour vous les freins spécifiques qu'il peut y avoir dans l'accès à la VAE, la RAE et les dispositifs en général de validation des compétences pour les publics vulnérables. On a beaucoup eu compliqué tout à l'heure. Est-ce qu'on a d'autres types de freins? Donc, maîtrise des savoirs de base, peur d'un jury, dossier administratif, mauvaise connaissance, soudeur administratif, numérique, euh, trop d'informations, hop, montage du dossier, complexité, sujet financier, manque d'informations. Ok, donc pas mal de sujets quand même administratifs, peur de l'échec et manque d'informations qui remontent là-dessus, question de la confiance en soi aussi. Merci beaucoup pour vos retours. Et en effet, si on fait un petit retour de nous les freins qu'on a pu identifier dans le cadre de ce panorama, c'est effectivement la complexité des démarches administratives qui peut revenir, l'inadéquation parfois des référentiels de compétences pour valider certains titres qui sont pas toujours complètement accessibles aux personnes en situation de vulnérabilité, l'inégua- l'iné- l'inadéquation des modalités d'épreuve, notamment quand il y a des sujets d'accès à l'écrit, euh, des problématiques parfois de mobilité entre le centre de formation peut-être est pas accessible très proche de la personne qui souhaite passer une qualification quelconque, des problématiques aussi de maîtrise de la langue parfois. Et puis, parfois, un manque de sensibilisation aussi des employeurs sur la faisabilité de ce type de dispositif et parfois aussi la disponibilité des financements dédiés pour accompagner ce type de parcours. Et donc, pour aller un peu plus loin, dans le panorama qui vous sera diffusé bientôt, vous aurez aussi des retours d'expérience sur des dispositifs que sont la VAE ProTH ou la VAE inversée, deux dispositifs pour faciliter l'accès à la VAE des personnes en situation de vulnérabilité, et un autre retour d'expérience spécifiquement sur l'AFES
en structure d'insertion par l'activité économique. Mais aujourd'hui, on va avoir deux retours d'expérience un peu plus spécifiques. Et je laisse la main à Kenita pour les introduire. Merci beaucoup, Laure. Ben, moi, je vais déjà redonner directement la parole à Émilie, qui est avec nous ce matin, pour pouvoir présenter le retour d'expérience sur la mise en œuvre de la RAE au sein de sa structure. Juste en amont, je voulais vous préciser, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le module Q et R, donc questions et réponses, qui est dans le chat. Questions et réponses, vous pouvez le poser dans le chat et comme ça, on pourra, à la fin de l'intervention d'Émilie, ben voilà, faire remonter les questions. Voilà. Eh bien, Émilie, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Bah voilà, j'avais préparé un petit PowerPoint. Je sais que c'est toujours un peu difficile les PowerPoint, mais c'était pour que on puisse avoir un déroulé. Bah, on peut lancer, puisque la première était que je me présentais, que je vous disais bonjour. Donc, je suis Émilie Langagne, je suis directrice adjointe à l'accompagnement à la FEJ de l'emploi adapté métropole. En fait, c'est un complexe qui regroupe un atelier et chantier d'insertion d'une vingtaine d'ETP, une entreprise adaptée d'une cinquantaine d'ETP et un ESAT de 120 ETP. Parallèlement, pour information, je suis déléguée URIOPS à l'IRIAE, dans notre complexe de ces trois structures d'insertion par le travail, c'est au moins ça qui nous réunit. On a vraiment des métiers différents et sur la RAE, on positionne, on a 7 métiers sur lesquels on fait passer des reconnaissances des acquis et de l'expérience. Comment on en est venu? Kanita, tu peux passer à la prochaine diapo. En fait, c'est forcément notre ADN autour initialement du handicap, puisque la FEJ est une association médico-sociale et que les ESAT est le plus gros de nos établissements. C'est eux qui avaient lancé les choses et le dispositif de RAE, c'est un décret relatif à la formation pour la reconnaissance des compétences des travailleurs handicapés accueillis dans ces ESAT. On était déjà adhérents à différents et compétents. Et puis, on s'est un peu intéressé à l'essaimage de ce dispositif au niveau des chantiers d'insertion, en allant voir, parce que différents et compétents, c'est donc une association une association nationale qui porte la RAE, et ils sont par territoire et donc par région. Et la région Bretagne, il y avait un collectif de structures d'insertion par l'activité économique qui s'était emparé de ça et qui avait vraiment fait un collectif vraiment porté insertion et reconnaissance. Et effectivement, on s'est dit qu'il y avait du lien et c'est pour ça qu'on a déployé également sur notre ACI. Je vais pas trop vite, mais on peut passer déjà à la prochaine. Voilà, ça va vite, hein. Euh, alors pour les structures qui sont présentes aujourd'hui, si ça les intéresse et qui sont de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne, je sais pas, différents et compétents, ils ont deux antennes, il y a Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Moi, j'ai les informations par rapport aux adhésions en Nord-Pas-de-Calais. Il y a 20 organisations adhérentes. J'ai mis un petit peu l'ensemble des logos des structures. Donc, on voit quand même que c'est très porté handicap, hein, à la différence de la Bretagne. Je dirais qu'il y a environ 10% des RAE par an qui sont portés par des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises. Et les entreprises adaptées qui représentent une vingtaine de pourcents. Voilà. Sinon, le reste, c'est plutôt des ESAT et des IME. Chaque année, il y a 500, il y a 1000, depuis le début, pardon, il y a 500 référents qui ont été formés. Je vous parlerai un petit peu après de la démarche de certification au sein de la structure. Et il y a à peu près 2000 attestations qui ont été délivrées. Donc, comme ça a été souligné avant, effectivement, la RAE vient pas dispenser un diplôme. Et c'est là où je trouve que moi, c'est intéressant, c'est que ça vient valider des compétences qui sont acquises. En fait, on ne fait que valoriser ce qui est acquis. Et voilà comment enfin moi, comment je pense que c'est intéressant. Déjà de un, je
trouve que c'est un super appui et une valorisation du métier quand même le plus fort dans nos structures, qui est celui de l'encadrement technique. Parce que ça étaye, ça muscle un petit peu le travail de l'encadrant technique dans son retour aux salariés en insertion ou aux salariés en entreprise adaptée sur tout ce qu'il sait déjà faire. Donc il y a 22 référentiels métiers hein, au sein de différents et compétents, et il y a aussi un référentiel transversal sur les compétences. Donc ces référentiels métiers, ils sont très très complets, hein. En moyenne, ils font tous une dizaine de pages. Et on part, par exemple, de la préparation du salarié, de la situation de travail, la sécurité, la vérification de ce qui a été fait, la préparation des produits, mais ça va aussi jusqu'à est-ce que je respecte bien mon statut de salarié, est-ce que je suis informé des représentants du personnel, est-ce que je transmets mes arrêts de travail dans les 48 heures, enfin voilà, c'est assez complet. Je trouve que c'est un outil aussi qui s'adapte bien à notre public et au projet de la structure. C'est vrai que nous, on l'utilise beaucoup, notamment pour les personnes d'origine étrangère qui vont pas s'inscrire dans une formation longue, mais à qui on va pouvoir faire un retour sur concrètement qu'est-ce qu'ils savent faire. Et c'est surtout aussi, je ne l'ai pas précisé, ou je le précise un peu plus tard, c'est un regard croisé, c'est un auto-positionnement de la personne et aussi le regard de l'encadrant technique. Et on a deux types de jurys. Normalement, il y en a trois, mais je vous parle que des deux principaux. Ce qu'on appelle le jury externe et le jury externe avec stage. Le jury externe, c'est d'aller se présenter. Enfin, voilà, c'est pas dans la structure, mais on va bien au niveau du Greta se présenter. Et le jury externe avec stage, bah ça c'est intéressant dans notre objectif d'insertion professionnelle, c'est qu'on peut faire intervenir une entreprise tiers chez qui le salarié aura été en stage et qui pourra aussi amener son regard croisé. Donc pour les personnes qui ont vraiment du mal à exprimer leurs compétences, on est là déjà dans un peu une reconnaissance aussi de l'entreprise. Et puis, c'est aussi soutenir son projet hein, d'organisation apprenante et engagée, puisque pour être jury de RAE, les cadres et les directeurs se forment 2 jours et les référents, eux, ont 10 jours de formation, notamment sur les référentiels métiers, sur la prise de recul. Et pendant ces 10 jours de formation, qui vont quand même se situer sur plusieurs mois, ils vont accompagner leurs 2 premières RAE. Voilà, c'est une formation action. Donc ça permet quand même à l'association d'accompagner quand même cette nouvelle compétence pour les référents. Donc il y a des structures qui choisissent essentiellement les encadrants techniques, les moniteurs, mais ça peut être aussi les conseillers en insertion professionnelle. Nous, on a fait le choix de former les encadrants et la CIP. Voilà. Pour aller dans le déroulé pour le candidat, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse et nos publics, hein, il y a 2 sessions annuelles. Donc, on inscrit d'abord, on fait un petit cérémonial sur est-ce que vous vous engagez, le pourquoi, quels sont les objectifs. À partir du moment où l'engagement est pris par l'encadrant et par le salarié pour suivre le dispositif de reconnaissance des acquis et de l'expérience, il y a un dossier de reconnaissance qui est à monter. Donc le premier, c'est ce que le référentiel métier dont je vous parlais, c'est des croix hein, dans l'ensemble du référentiel. Et puis le salarié doit constituer un dossier de preuve qui est assez simple, qui peut documenter à partir de photos, hein. Il peut l'écrire avec ses mots à lui, ou il peut être accompagné s'il préfère. Et il va partir d'une tâche qu'il aura choisie, et il va dérouler complètement cette tâche pour montrer le plus possible ses compétences. Voilà, les compétences qu'il a validées au sein du référentiel. Ensuite, quelques temps après, il y a l'entretien de valorisation devant le jury qui est composé d'un représentant de l'éducation nationale et d'un responsable de la structure qui est membre du réseau. Parce qu'à la fin, l'attestation qui est remise, elle est bien validée par l'éducation nationale. On est sur un référentiel métier reconnu par l'éducation nationale. C'est celui qui compose les dossiers de CAP. Et donc, au cours de cet entretien, le jury va attester, effectivement, au travers du discours, du dossier de preuve. Le jury, le salarié, bien sûr, accompagné de son référent.
Et puis, eh ben, à l'issue, le jury valide les compétences qui ont été présentées. Parfois, on valide d'autres à partir des questions complémentaires qui sont posées et met en perspective avec le salarié et le référent cette RAE, enfin ses compétences par rapport à son parcours professionnel à venir. Donc ça, c'est intéressant parce que ça appuie aussi notre travail vers l'emploi durable. Et là, il y a quelques mois qui se passent parce qu'il y a une cérémonie par an. Et c'est la dernière photo, si vous avez été attentif jusque-là. Carita, tu peux le mettre. Kanita, pardon. Donc la prochaine diapo. Il y a une cérémonie par an qui regroupe 250, les 250 personnes qui ont passé la RAE dans l'année. Avec une remise de diplôme, comme vous le voyez, c'est un moment très festif et qui est vraiment dans notre axe de valorisation, de reconnaissance. Donc vraiment pour l'estime des salariés, c'est un vrai plus. Voilà. Alors, il peut y avoir des questions sur RAE, VAE, parce que c'est vrai qu'on se dit, ben, avoir fait tout ça, on n'est quand même pas si loin de la VAE. Je sais que Différents et Compétents est toujours enfin, est en travail pour pour valoriser ce travail-là et donner la petite étape complémentaire qui permettra d'avoir un diplôme. À vrai dire, c'est un peu la limite. Je pense qu'il faut aussi en parler. La limite au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique, c'est le temps. Parce que là, on est quand même sur un dispositif qui prend 4 à 6 mois. Donc, il faut pouvoir cibler les personnes. Et puis, il faut avoir un organigramme quand même qui est stable, hein, parce qu'il faut que le référent qui a été formé puisse déployer cette, euh, cet accompagnement sur enfin, plusieurs fois et donc sur plusieurs années. Voilà pour mon intervention. J'espère ne pas Ouais, avoir été trop rapide. c'était parfait. Merci beaucoup, Émilie. Alors, est-ce que s'il y a des personnes qui veulent poser une ou deux questions, vous pouvez utiliser le module Q&R avant qu'on passe à l'intervention d'Anne-Gaëlle. Juste, je voulais vous le dire parce que le CAREF, c'est le CR2P, qui est le CARIF OREF des Hauts-de-France, nous indique qu'il met à disposition des professionnels un dossier entièrement dédié à la VAE et dans lequel vous pouvez découvrir bah voilà, tout le parcours, les outils, les étapes. Euh, donc voilà, on a le lien, on vous le partagera. Euh, du coup, il y a une question de Jérôme qui est: quelle reconnaissance par les entreprises de la RAE? Ah bah, c'est une question intéressante parce que notre structure s'était également engagée dans Sève Emploi. Je ne sais pas si les structures connaissent. En tout cas, c'est une médiation active auprès des employeurs, des candidats. Et on s'est rendu compte que le rôle d'encadrant technique était vraiment prépondérant dans cette relation à l'entreprise parce que le salarié, enfin l'encadrant et le responsable de l'entreprise parlent compétences en fait. On parle pas insertion, on parle pas voilà, du parcours des personnes, on parle qu'est-ce qu'il sait faire concrètement sur le boulot. Donc un peintre, voilà, peut-être que mais voilà, réchampir, l'utilisation de l'airless, voilà, toutes ces questions-là, bah, en fait, ça a été validé. Alors c'est vrai que c'est bien de pouvoir associer une entreprise en amont, mais on sait que c'est pas toujours facile non plus, hein. Mais je pense que vraiment la notion de compétence est prépondérante dans la relation avec l'entreprise. Après, si on Merci. parle d'une reconnaissance salariale, non, il y aura pas une reconnaissance de diplôme, hein. C'est vrai. Alors là, Euh, pardon. Pardon, Émilie, j'enchaînais sur les... Mais je te laisse terminer. Il y a Non, encore non, deux, c'est bon, trois j'ai questions. fini. C'est bon? Très bien. Ouais. Alors, question d'Aline, est-ce qu'il y a un coût financier? Alors, il y a un coût financier, il y a l'adhésion à différents et compétents. Alors, sachez que les structures d'insertion, je vous avoue que j'ai pas le chiffre en tête. Mais je sais que quand on s'est rapproché de différents et compétents, on a dit non, c'est pas possible parce qu'en fait, ils avaient un système d'adhésion lié aux ETP dans les ESAT et qu'une structure d'insertion par l'activité économique pouvait pas payer. Donc, on a un tarif préférentiel Ok. qui est en fonction du nombre de personnes qu'on va présenter en jury. Voilà, donc ça doit être 110 euros, je crois. Et par contre, la formation certifiante et payante, elle est, je crois, de un peu plus de 1500 euros pour les 20 heures de formation de l'encadrant. Voilà.
Je Merci. pense que l'OPCO, l'OPCO peut prendre en charge, mais je suis pas certaine. J'imagine sur le site de différents et compétents, il doit y avoir, Oui. Hauts-de-France, il doit y avoir Ouais. les Alors, ce que je informations. sais aussi, c'est que nous, on a choisi différents et compétents, mais il doit y avoir une autre association hein, qui fait de la reconnaissance de la RAE que je connais pas. Mais si ça intéresse, il y a peut-être une autre. Je suis pas là pour faire la VRP de différents et compétents, même si nous, on est très contents. Merci. Je vais prendre une dernière question. Faut-il être en poste pour la RAE ou peut-on reconnaître une compétence lors d'une expérience passée? Alors pour le coup, le système, c'est un CESAD qui pose la question. Alors comme c'est un accompagnement par l'encadrant, le moniteur ou l'éducateur technique, c'est plutôt sur ce que lui voit, hein. Euh, et je réponds du coup à la question suivante parce que je la vois. Qui assure la formation pour le jury, les référents, bah donc c'est le jury, c'est l'éducation nationale, c'est le Greta, donc eux sont partie prenante hein, dans la RAE. Les référents, là c'est l'association Différents et Compétents qui forme. Voilà. Merci. Et effectivement, il y a aussi des calcos. On parlait de différents et compétents, il y a aussi des calcos qui proposent la RAE. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, un grand merci, Émilie, pour ce retour d'expérience. Eh bien, merci Euh, à tous pour votre attention. Merci les petites rivières. à bientôt, Émilie. À bientôt. Tu peux rester si tu veux, mais je sais que tu as des engagements. Et du coup, sans plus tarder, je vais passer la parole à Anne-Gaëlle pour qu'on se plonge dans l'expérience des CQP. Ouais, bonjour à tous. Alors, c'est intéressant ce que j'ai entendu. Il y a plein de choses en commun en termes d'avantages à faire de la formation. Pourquoi nous, on s'est lancé dans ça? Donc, ça fait depuis 2013 qu'on fait de la certification. Donc, nous, on fait effectivement on rentrer les gens en parcours de formation dans le parcours d'insertion au bout de quelques semaines ou quelques mois où ils sont intégrés en parcours d'insertion. Chez Henley, on a 220 salariés en parcours d'insertion par an sur 4 sites, dont 2 dans les Hauts-de-France. Donc on est originaire des Hauts-de-France. Et on le fait sur des métiers, on fait notre parcours d'insertion sur des métiers de l'industrie du bois, éco-construction et agroalimentaire. Donc on a des métiers assez variés. Et on propose donc aux salariés en parcours d'intégrer un parcours de formation qui va être certifiante. Peut-être la petite différence qu'on fait. On le fait depuis 2013, donc on a un certain nombre de personnes certifiées à notre actif, ou à leur actif d'ailleurs, ceux qui le font. Pourquoi on est allé là-dessus? Parce que on le voyait comme une opportunité, une très grande chance pour les gens d'avoir un diplôme. Alors peut-être qu'il y a d'autres pays où c'est moins nécessaire, mais en France, ça marche encore le diplôme. Et du coup, c'était intéressant parce qu'on a énormément de gens qui sont soit issus d'histoires avec un décrochage scolaire, soit des gens qui ont bossé très tôt et qui n'ont jamais eu de diplôme. Donc bien souvent, c'est le premier diplôme pour nos salariés. Et quand on a fait les premiers, on s'est dit qu'on n'allait plus changer après, vu la fierté que ça dégageait. Donc il y a une plus-value très forte sur l'effet confiance en soi, fierté des gens. Et par ailleurs, de l'autre côté, il y a un effet levier très fort sur l'intégration d'entreprise. Nos taux de connexion à l'emploi ou de retour à l'emploi ont clairement augmenté avec l'entrée dans ces dispositifs. Quoi vous dire, on fait passer des certificats de qualification professionnelle, donc qui sont assez connus du monde des entreprises, en fait, les CQP, parce qu'ils en font, ils diplôment des gens chez eux, ou ils envoient des gens en formation chez eux sur ces CQP, donc c'est connu, même s'ils connaissent pas le CQP qu'on va faire, ils connaissent le CQP en général. Nous, on en fait passer. On a démarré avec l'appui de Chantier École, du réseau Chantier École, qui était très mobilisé là-dessus, et qui nous ont beaucoup soutenus, en tout cas, on leur a emprunté la méthode en 2013. Donc ça, c'est un CQP qui s'appelle Salarié Polyvalent, qui est très très adapté pour le monde de l'IAE. Et après, nous, on a fait le pas d'aller sur des diplômes qui sont plus connus du monde de l'industrie notamment, donc équipier autonome de production industrielle, conducteur d'équipement industriel, opérateur de maintenance industrielle. Voilà, après on s'est un peu spécialisé. Évidemment, on propose aux gens de rentrer dans un parcours qui est adapté à leur projet pro.
quand il est clair et au fur et à mesure qu'il émerge. C'est des diplômes qui se font. Alors, on fait pas de la FEST en tant que tel, mais par contre, on utilise la même modalité pédagogique, c'est-à-dire qu'on va former les gens en situation de travail. C'est le truc, c'est la pédagogie qui marche le mieux. Mais ça, je vous apprends rien parce que vous le faites tous dans vos structures au quotidien. Donc, on va utiliser une alternance entre les temps d'apprentissage en situation de travail et puis une partie en salle pour les savoirs, les acquis qu'on peut pas faire dans des ateliers où c'est complexe en fait. Ils vont travailler par exemple leur projet pro, la communication, les savoirs de base, ils vont le faire essentiellement en salle. Et puis tous les acquis, savoirs de base et capacités métiers, ils vont l'apprendre en atelier. Ça vient vraiment se glisser dans ce qu'on fait quand on gère des parcours IAE, vraiment quoi. Ça vient se plugger dessus, c'est assez naturel. C'est des diplômes enfin, c'est des parcours de formation qui se font selon les parcours qui se font entre 250 et 300 heures. Donc ça va relativement vite. Nous, on les étale sur 6 à 8 mois. On ne fait pas rentrer les gens en formation trop vite parce qu'on leur laisse le temps de poser leur bagage, de rentrer dans le parcours d'insertion, de lever quelques freins majeurs, on va dire. Et puis après, on leur propose ça. On a eu une inquiétude au démarrage sur l'absentéisme en formation. En fait, on n'a pas d'absentéisme en formation. On a parfois même moins d'absentéisme en formation que dans le boulot. Les gens accrochent et ils accrochent pourquoi? Parce qu'on a utilisé, alors on a beaucoup diversifié les pédagogies, on a pas mal réfléchi, bougé sur ce qu'on proposait pour que ça soit pas chiant, tout simplement. Et aussi que ça ressemble pas trop à l'école, parce que c'était quand même ça le frein majeur, c'est que ça soit un peu trop scolaire. Donc en fait, ça ressemble à tout sauf à ça. Et on arrive du coup à accrocher les gens et à leur redonner le goût d'apprendre en fait. Et je pense que c'est un acquis pour la suite, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables d'entrer en formation, de tenir en formation et de réussir. Ce qui est un bel atout pour la suite de leur parcours pro. Euh, Juste sur comment on a fait ça, c'est assez exigeant, je dois le reconnaître, hein, dans les freins. Maintenant, ça fait quelques années, donc on a digéré notre capacité à le faire, mais ça a été une mutation très forte de la structure. Ça nous a interrogés sur nos pratiques, ça a rajouté des acteurs, on a des formateurs maintenant. Donc tous nos CIP encadrants techniques sont devenus formateurs, enfin, ils se sont formés pour devenir formateurs. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est accessible. C'est plutôt une plus-value sur leur poste et on a fait rentrer aussi des formateurs dédiés dans l'organisation. Donc ça fait un regard croisé entre encadrants techniques, CIP et formateurs. Donc c'est plutôt une richesse de capacité d'accompagnement. La plus grande force, c'est que ça se certifie avec des jurys pro. Donc l'entreprise met les pieds dans notre structure, vient valider les compétences des gens et la fin de leur parcours et généralement repart avec leur contact. Donc en fait, c'est un très très bon système pour que les gens qui sont en parcours soient recrutés. Ça évite l'écueil de l'entretien d'embauche qui est généralement un frein ou en tout cas un truc pas évident pour nos salariés. Donc quand ils peuvent montrer en réel ce qu'ils savent faire, c'est plutôt un atout. Voilà un peu pour vous raconter. On a un OF adossé, mais je connais plein de structures qui le font avec des OF externes. C'est tout à fait faisable. Donc il y a plein de formats différents qui rendent les choses possibles. Et notamment, donc, un, un des bons leviers, c'est de travailler avec le réseau Chantier École, qui est promoteur de ces dispositifs, en tout cas de celui qui s'appelle Salarié Polyvalent, et qui peut faire un appui méthodo pour le démarrage. Il y a de la formation, donc n'hésitez pas, c'est faisable. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Euh, du coup, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat, enfin dans le module, pardon, questions et réponses. Et comme ça, Anne-Gaëlle pourra les voir s'afficher au fur et à mesure. Plus s'il y en a qui à un moment se posent la question, on vous accueille sans problème pour vous raconter plus et visiter et voir et rencontrer des formateurs, des encadrants techniques, on fait la bascule, enfin, voilà. C'est faisable. Alors, Sur le chat, on nous demande comment les encadrants techniques et les CIP peuvent devenir formateurs eux-mêmes.
Alors, une des premières choses, c'est que souvent, ils ont déjà un certain nombre de compétences pour ce genre d'exercice à cause de leur pratique, je dirais, de base d'encadrement. Les encadrants, ils ont tous formé des gens. En fait, ils l'ont fait en un pour un. Mais ils ont tous une compétence forte autour de ça. Les CIP aussi, sous un autre format. Donc en fait, il manque pas grand-chose. Il manque l'effet bascule déjà, de les rassurer et de leur donner envie de dire bah, on peut passer de l'individuel au collectif, on peut passer de l'atelier à la salle, mais de leur faire voir les compétences qu'ils ont déjà dans ce domaine. Et après, on a tous fait une formation de formateur pour avoir les quelques clés supplémentaires sur la gestion d'un collectif en fait. Le plus gros frein, c'est peut-être ça, quoi, c'est d'être capable de gérer un groupe, ce qui se fait. Enfin voilà, il faut peut-être quelques formations en plus, quoi. Mais c'est assez. Nous, on n'a pas fait des trucs très longs et en fait, après, c'est de la pratique. On a mis les gens quand un encadrant arrive et qu'on lui propose de faire de la formation, il se met en binôme avec un autre encadrant qui est déjà formateur. Enfin, voilà, il y a des choses, deux, trois petits trucs qui font qu'on lève la barrière initiale, quoi. Ok. Et on me demande aussi combien de salariés sont formés en simultané sur ces programmes. Alors nous, on a la chance d'être suffisamment gros pour pouvoir faire des groupes, parce que ça, c'est un sujet qui peut être un peu piquant. C'est que sortir les gens de la prod, quand on en sort un ou deux, ça va. Quand on sort carrément un groupe de 8 ou 10, c'est complexe. Donc, nous, on a des ateliers où ils sont suffisamment nombreux, on est suffisamment gros pour que ça soit faisable de sortir des gens. Par contre, on fait des groupes mixtes en sortant des gens 2, 3, 4 par atelier pour pas pénaliser trop le rythme et l'orga. Alors, nous, on peut le faire. Moi, j'ai vu des structures aussi qui le font en interstructure, c'est-à-dire qui vont sortir deux, trois personnes de chacun de leur structure et de créer des groupes communs. Ça, je trouve que c'est assez efficace. Et après, nous, on a fait le pari de former tous les gens qui sont en parcours d'insertion, de ne pas être excluants sur l'entrée en formation, donc de le proposer à tout le monde. Donc effectivement, ça fait des grosses promos et on certifie 50, 60, 70 personnes par an, quoi. Donc, ça demande un switch en termes d'orga, quoi. Mais voilà, c'est faisable. Peut-être la difficulté peut être levée en faisant des groupes avec d'autres structures IAE sur le territoire, quoi, ou d'autres structures tout court, quoi. Nous, on a déjà discuté avec des entreprises qui voulaient faire des CQP pour leurs opérateurs, se dire, tiens, est-ce qu'on fait pas des groupes en commun, quoi. On l'a pas encore mis en œuvre, mais on le fera. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être pour MGL? Alors, je vois que on dirait quand t'as dit au plaisir pour une rencontre, donc il y a peut-être des choses qui vont Avec plaisir. s'échanger. Euh, Moi, du coup, en attendant, j'avais une petite question pour Anne-Gaëlle. En entendant le retour d'expérience d'Émilie sur la RAE et puis ce qu'on se disait sur la VAE, est-ce que c'est des modalités que vous avez envisagées au sein du Chênelet ou si oui, qu'est-ce qui vous Ouais. intéresse et sinon pourquoi? En tout cas, sur la RAE, je trouve ça super intéressant parce que je pense que ça peut être complémentaire. En fait, je pense que les systèmes d'attestation de compétences, de certification, tout est complémentaire, en fait, se remplace pas forcément. Sur la VAE, nous, on a regardé sur de la reconnaissance de compétences spécifiques, en fait. Parce que là, forcément, nous, on a choisi des certifications qui nous semblaient pertinentes et pour nos salariés et pour les supports métiers qu'on avait et pour les besoins des entreprises sur nos territoires. Donc, c'était assez pragmatique. Cela dit, des fois, ça manque un peu de finesse en termes de reconnaissance des compétences spécifiques des gens qui ont des parcours particuliers. Donc, en fait, on a regardé la VAE, on a quelques salariés où on les a accompagnés vers des VAE pour D'accord. vraiment qu'ils aient une reconnaissance de leurs compétences à eux, quoi. Et après, ben, on était issus, comme pas mal de structures de l'IAE, on était, je dirais, appelés ou contraints à faire des attestations de compétences. Donc, on avait commencé comme ça, après on a basculé sur la certif. Mais je pense qu'il faut garder à l'œil les différents dispositifs parce qu'ils permettent ils sont complémentaires. Merci Anne-Gaëlle. Euh, Est-ce qu'il y aurait une dernière question pour Anne-Gaëlle? Et juste pour la question que vous ne posez pas, mais qui est essentielle, en tout cas quand on se lance dans ça, je disais, il y a eu une mutation c'était faire un peu de conduite de changement parce qu'on a dû bouger sur nos pratiques. Par ailleurs, il a fallu trouver les moyens de cette formation parce que c'est des gros moyens. Enfin, on engage
une dynamique qui a besoin de moyens. On a émargé au démarrage sur les programmes de formation de nos OPCO. Aujourd'hui, on va chercher des financements sur le PIC IAE, qui est géré par Uniformation, qui est notre OPCO à nous. C'est un sujet, c'est-à-dire que c'est comme les financements de l'IAE. Ils sont précaires et on réinvente le métier tout le temps, donc on n'a pas de visibilité des fois à 6 mois, mais je n'apprends rien aux gens qui sont dans ce webinaire. Je pense qu'on est des artistes du financement de nos dispositifs, donc c'est pareil sur la formation. Pour l'instant, ça fait 13 ans, 12 ans qu'on en fait. On a toujours trouvé les moyens, ils étaient on est plus ou moins bien dotés, on adapte ce qu'on fait, mais en tout cas, euh, voilà, j'espère que ces financements bougeront pas, vu les résultats que ça fait sur les gens. J'espère qu'on aura toujours les moyens de le faire. Le message est passé. Et du coup, une dernière question de Jérôme. Quelle différence de coût avec une formation CQP en externe? Eh ben, c'est une bonne question. Globalement, on est pas mal alignés et le montage est différent, mais en tout cas, je pense qu'on est globalement dans les mêmes coûts de parcours. Et je sais pas vous dire, je suis désolée, rappelez-moi si vous le voulez en détail, je pourrais vous le trouver. Parce que ça coûte par personne en fait. Parce que je connais les coûts de dispositif, mais pas par personne. Mais en tout cas, on est aligné sur ce qui se fait à l'externe, évidemment, parce que sinon, on se ferait taper sur les doigts. Ce qu'on a de différent sur ce qui se propose à l'extérieur, c'est qu'on a la force de pouvoir faire la formation en situation de production, ce qu'on n'a pas, et c'est un des leviers pour que nos salariés décrochent pas dans leur parcours de formation. Parce qu'on arrive à adapter les pédagogies et l'apprentissage à ce qui leur va pour eux, quoi. D'où le fait pourquoi on a choisi de le faire en interne et pas et qu'on n'a pas travaillé directement avec les organismes de formation de nos territoires qui, au demeurant, sont assez efficaces. Merci beaucoup Anne-Gaëlle pour ces compléments et ce retour détaillé d'expérience que vous pourrez retrouver dans le panorama. Voilà, on approche de la fin, de la conclusion de ce premier webinaire. Je vais repasser la parole à Sébastien pour la clôture et les prochaines étapes. Eh ben, merci Anne-Gaëlle aussi pour ce témoignage et merci Kanita et Laure pour la préparation de ce webinaire. On vous a mis dans le chat le lien d'inscription si vous souhaitez vous inscrire au prochain mardi de l'inclusion puisqu'on aura 4 autres thématiques à explorer. Je ne sais pas si vous pouvez mettre voilà, la slide suivante. Donc aujourd'hui, c'était la validation, la reconnaissance des acquis. La semaine prochaine, toujours le mardi, même heure, l'égalité femmes-hommes dans l'inclusion dans l'emploi. Mardi 24 juin, l'économie locale et solidaire. Mardi 1er juillet, les clauses sociales et marchés réservés dans la commande publique. Et le 8 juillet, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, inscription en ligne et on vous envoie l'invitation avec le lien de connexion. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et peut-être pour vous présenter aussi en petite avant-première les couvertures des panoramas. Donc, il y aura 5 thématiques explorées. Donc, vous avez reconnaissance et validation des acquis professionnels. On est en train de maqueter tout ça et avec le partenaire graphique Opéra qui travaille dessus actuellement et on vous donne rendez-vous mi-juillet pour découvrir les 5 volumes en même temps. D'ici là, si vous avez des questions, je vous mets mon mail dans le chat. Si vous souhaitez en savoir plus et prendre contact avec nous au sujet de ces mardis de l'inclusion. Et du coup, Kanita, si tu veux dire un dernier mot, mais bonne journée à tous en tout cas et merci de votre participation. Oui, non, il me semble que tu as tout dit. Merci Laure, Sébastien pour cette co-animation et bien sûr un grand merci à Anne-Gaëlle et Émilie pour leur partage d'expérience et puis pour nous avoir aidé à éclairer ce sujet dans les panoramas. Voilà, et bien écoutez, il nous reste plus 9h59. Il ne nous reste plus qu'à à nous séparer. Vous souhaiter une bonne journée et peut-être au prochain mardi de l'inclusion. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Il y aura des nouvelles présentations et de nouveaux retours d'expérience. Voilà, bonne journée.